dans un sens critique, mais la politique classique, traditionnelle, reprendre ses droits. Et c'est pas parce qu'il y aura un groupe de 350 députés LaREM, nouveaux ou plus nouveaux, que ça va fondamentalement donner cette nouveauté absolue à l'Assemblée, pas du tout. Parce que c'est ceux qui auront un rôle pivot, ce sera quand même ceux qu'on verra, ceux qui interviendront, ceux qui seront repris dans les médias, et ceux qui seront repris, ce seront plutôt, je crois, les classiques, les traditionnels. Jean-Dominique Giuliani ? Moi, ce que je constate, c'est que le Parlement, depuis quand même plusieurs années, compte davantage dans la vie politique française. On l'a vu avec les frondeurs, par exemple, qui ont quand même tué François Hollande, qu'on le veuille ou non, sur le plan politique. Et peu après. Et oui, absolument. Et l'autodissolution. Et là, je crois qu'on va avoir des surprises, parce que parmi les nouveaux élus En Marche, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait quelque chose dans leur vie. Oui. Et que le recrutement est complètement différent. Absolument. Et donc, ils vont être très surpris. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà reçu quelques coups de téléphone pour me demander comment on pouvait travailler sur l'Europe, dans quelle commission il fallait s'inscrire, etc. Donc des gens, c'est vrai, qui ne connaissent rien au Parlement, mais qui ont bien l'intention de s'y impliquer et de dire des choses. Vous avez des jeunes députés macronistes qui vous appellent en vous disant « Écoutez, je m'intéresse à l'Europe, dites-moi comment je peux éventuellement rejoindre... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir aller rejoindre... » Dans quelle commission je pourrais le mieux travailler pour l'Europe ? Il y a par exemple des députés, vous les découvrirez, je ne vous donne pas les noms, qui sont binationaux pour la première fois, n'est-ce pas ? Et il y a des députés binationaux, franco-allemands, etc. Et moi, je suis franco-allemand, j'ai quelque chose à dire, je veux travailler au rapprochement, dans quelle commission je m'inscris, etc. Et vous ne croyez pas que vous allez les faire taire. Ils ont créé des entreprises, ils ont monté des associations, etc. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Ils ont fait autre chose dans la vie, et ça doit être le rapport. Et donc, eux, ils vont sortir des rails aussi. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour le PS comme pour le RPR, UDF, de sortir de nouvelles têtes. C'est qu'ils n'ont pas des nouvelles têtes parmi leurs élus. Bonne nouvelle pour le pays, quand même. Bien sûr. On va repartir du côté de l'Europe, puisque c'était son premier sommet européen. Emmanuel Macron continue donc de défendre une Europe qui protège. C'est en ces termes qu'il l'a répété aujourd'hui. Autrement dit, plus de frontières, plus de gouvernance de la zone euro, plus de valeurs européennes en partage. Le Brexit, visiblement, on verra plus tard. Yannick Mahé et Jérôme Marcantetti avec Margot Bachelier et Alison Tassin. C'est son premier rendez-vous à 27 à Bruxelles. Premier pas dans la salle du Conseil européen. Emmanuel Macron très à l'aise, comme s'il avait toujours été là. La bise à Theresa May. Président, félicitations. Président, comment allez-vous ? Et les salutations au président du Parlement européen, Antonio Tajani. Un gagnant. Un gagnant qu'on félicite sur le tapis rouge des arrivées. Très heureux, honoré de pouvoir participer à ce premier Conseil européen. Vous le savez, l'Europe n'est pas à mes yeux simplement une idée, c'est un projet, une ambition. Je l'ai défendu dans la campagne présidentielle en France. Les candidats et candidates qui se sont présentés aux élections législatives en soutien de la majorité présidentielle l'ont également défendu. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le concret. Et le concret, Emmanuel Macron l'a déjà esquissé à grands traits. Un entretien fleuve accordé à 8 journaux de la presse européenne où il évoque les frontières, le budget de la zone euro ou encore les nationalismes à l'est du continent qui trahissent les principes. Certains dirigeants européens décident d'abandonner les principes, d'avoir une approche cynique de l'Union qui servirait à dépenser les crédits sans respecter les valeurs. L'Europe n'est pas un supermarché. En filigrane, des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Dans la salle de presse du Conseil européen, Piotr Mozinski, journaliste pour le quotidien polonais Gazeta Wyborcza, il était du rendez-vous dans les jardins de l'Élysée avec le président. Et pour lui, la critique a été très mal perçue à Varsovie. Le ministre polonais des Affaires étrangères a réagi de manière très hostile. Et il a carrément exigé des explications à Emmanuel Macron. Évidemment, un président français ne dira jamais « je romps avec la Pologne, je romps avec la Hongrie ». Non, parce qu'au sein de l'Union, évidemment, on le sait bien, c'est une organisation qui a été construite sur les compromis. Le compromis ou l'apparence du compromis.
Dans son entretien, Emmanuel Macron tente de rassurer sur des frontières de l'Union plus sûres. Il faut renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Je souhaite que nous donnions tous les moyens nécessaires à l'Agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes. Andrea Bonanni est éditorialiste à La Repubblica. Il a beau avoir beaucoup d'admiration pour le président français. Mon impression à moi, ce qui est plus touchant, c'est que c'est le premier leader politique depuis des années qui gagne des élections sur l'Europe. Il n'est pas dupe, pour autant, des effets d'annonce. Là, le problème, c'est que tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Mais encore, il faut les voir à la preuve des faits, disons. Il y a enfin les annonces faites sur la relation franco-allemande. Emmanuel Macron souhaite une gouvernance de la zone euro avec un budget spécifique. Christian Wernicke du Süddeutsche Zeitung était lui aussi présent à l'Élysée. Il décrypte le ressenti allemand. Le problème, c'est certainement pour les Allemands, c'est certainement pas le contrôle parlementaire, le contrôle démocratique. Le problème pour l'Allemagne est l'impression ou les soucis que le nouveau budget de la zone euro peut créer des irresponsabilités. Si pour Emmanuel Macron, il faut avancer vers une Europe qui protège, la presse européenne voit pour le moment des annonces, des susceptibilités possibles entre pays et attend de juger avec les premiers actes. Comme chez nous. En fait, oui, vous venez de dire comme chez nous, pour ponctuer le reportage de Yannick Mahé, et vous aviez bien raison, j'allais vous dire, à ce niveau de généralité, on ne peut être que d'accord, une Europe qui protège, les gardes-côtes, etc. On se dit, tiens, ça aurait pu être dit par Nicolas Sarkozy dans une grande interview au Figaro, donc là aussi, il n'y a pas énormément de surprises. Voilà, l'Europe n'est pas un supermarché, ça c'est assez finot, parce que ça reste dans l'oreille, mais on se dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Mais visiblement, les Polonais l'ont pas bien pris. Alors, quel bilan vous faites de la journée européenne du président Macron? Non, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Ceci dit, on va voir la suite, parce qu'en réalité, ça dépend beaucoup de la crédibilité de ceux qui font des propositions pour faire bouger l'Europe. Donc on a là un petit retard. La France avait un peu disparu de la scène européenne. Elle revient sous une forme sympathique, parce qu'il a fait campagne avec le drapeau européen, donc les partenaires voient ça bien en disant il assume l'Europe. Et pour faire bouger l'Europe, on est 28 et peut-être 27 demain. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a bien vu, on veut protéger les secteurs stratégiques des investissements chinois. Ça ne fait pas l'affaire de ceux qui font des affaires avec les Chinois. Donc c'est très compliqué. Donc il faut, à mon avis, l'intégration va plus se faire de la même manière. C'est-à-dire on ne va plus faire de grandes déclarations, puis laisser faire la Commission. Oui, qui ficelle un truc. Il va falloir que quelques États montrent l'exemple. Et là, je crois qu'il a vu juste, pour être très franc, mais il va falloir montrer la preuve, c'est que si l'Allemagne et la France mettent en route un certain nombre de choses, les autres sont obligés de suivre. Et ils sont obligés de suivre notamment parce qu'ils ont oublié, peut-être de notre fait, que l'Europe, c'est pas seulement des règles, c'est la solidarité. Les Polonais bénéficient de 10 milliards d'euros de transferts de nos impôts vers eux chaque année. Ça s'appelle la solidarité. Donc on va gentiment leur rappeler, puis ils vont cesser de bouger, c'est ça? À partir de l'année prochaine, on renégocie les budgets pour 7 ans. Et en contrepartie, ils ont un gouvernement épouvantablement populiste, régressif, qui bafoue un peu les droits de l'homme, en tout cas sa constitution, qui veut pas de réfugiés, etc. Il va falloir qu'on va s'expliquer. Et qui achète des avions américains. Voilà, et qui achète des avions américains au lieu d'acheter des Airbus, des hélicoptères européens. Donc il y a des limites quand même à la bêtise, quoi. Je crois que c'est ça le message Macron, c'est... Non, parce que, si vous voulez, l'Europe est équilibrée traditionnellement avec plusieurs traditions. Une tradition allemande, un peu nordique. Il y a une tradition d'Europe centrale aussi, avec des problèmes spécifiques. Puis il y a une tradition française qui a beaucoup pesé. L'Europe, elle était française au début. Elle l'est un peu moins, mais quand même. Et là, ces dernières années, elle ne l'était plus du tout. Donc on a besoin d'un apport français. Je crois qu'il l'amène. Il aura satisfaction sur certains sujets, sur d'autres, il ne l'aura pas. Mais enfin, on est quand même de retour en Europe. Dominique Régnier. Juste sur la question des réfugiés, les Polonais disent, de manière très ferme et qui peut nous choquer, mais enfin ils le disent, que s'ils sont obligés d'accueillir des réfugiés, ils préfèrent quitter l'Union. C'est dit Kaczynski. Donc c'est une position qu'il faut quand même méditer. Il ne faut pas la renvoyer trop rapidement dans les cordes. C'est une position que d'autres pays peuvent défendre en Europe.
C'est une position qui est assise sur un soutien significatif de l'opinion. De la population, oui. Et comme la crise des réfugiés est immense, très complexe, et qu'elle est plus à venir qu'elle n'a eu lieu, je crois que ça va être un des grands sujets, enfin, c'est évident, mais un des grands sujets qui peut menacer même l'existence de l'Union européenne s'il n'y a pas une grande politique des frontières. Et peut-être que là, Emmanuel Macron répète des choses, et c'est vrai qu'on a déjà en disant qu'on va mettre des garde-côtes. Non, mais enfin, c'est un grand sujet. Par ailleurs, un autre aspect qui me paraît important, c'est le premier président élu sur une campagne où l'Europe avait, on l'a dit, mais il faut quand même revenir là-dessus une seconde, où l'Europe a joué un rôle très important, de manière ostentatoire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va laisser des traces au départ positives. Oui. Je veux dire par là que nous sommes dans un pays fondateur de l'Union. Nous sommes dans la zone euro. Chacun sait, en France et en Europe, que la France compte éminemment en Europe. Et cependant, il faut attendre 2017 pour avoir un président qui fait campagne sur le thème de l'Europe. Et donc, il y avait chez les Français une espèce d'incompréhension que l'on pouvait quand même trouver légitime. Nous sommes membres fondateurs de cette grande union, nous sommes les instigateurs de beaucoup de choses, et pendant les campagnes électorales, soit nous n'en parlons pas, soit nous en disons du mal. Parce que nos responsables politiques ont été d'un cynisme abominable. Et d'une lâcheté incroyable. Oui. Et là, de remettre tout ça quand même dans le bon ordre, et dans l'ordre historique des choses, ça me paraît déterminer un certain rapport à la question européenne. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, que l'élection d'Emmanuel Macron, et il le sait, doit beaucoup à son adversaire qui voulait, consciemment ou pas, menacer l'euro, que les Français n'ont pas voulu risquer leur patrimoine et l'euro, sont plus favorables à l'euro qu'à l'Europe. C'est tout à fait étonnant de voir l'étude à ce sujet. Et que donc, en défendant l'Europe, il défend l'euro. Et là-dessus, c'est une ligne qui résistera parce qu'elle correspond à des intérêts matériels et pas simplement à des idéaux. Ce qui était très notable dans cette élection, dans cette campagne, c'est que non seulement il a fait campagne avec une vision favorable, dynamique de l'Europe, mais c'est le premier depuis très longtemps qui est capable d'expliquer pourquoi un certain nombre de réformes ou de politiques doivent être menées en expliquant le pourquoi, le comment, la concurrence mondiale, etc., l'ubérisation, et comment il faut anticiper les choses, sinon on est pris à revers et l'industrie disparaît. Il a expliqué sa politique économique, sa vision, alors que pendant des années, on a quand même eu le sentiment que c'était à cause des 3%, c'était à cause de l'Europe, et les politiques économiques des gouvernements se résumaient à une série d'obligations, de listes de courses de Bruxelles, et voilà, on faisait la réforme El Khomri pour Bruxelles, on faisait les 3% pour Bruxelles, on faisait l'autonomie des universités parce que c'est détecté par Bruxelles. Lui, il est capable de dire pourquoi c'est bon et pourquoi il le fait. Ce qui est quand même très différent. Je me suis piégé moi-même. Le temps a filé tellement vite que je n'ai même plus le temps de vous poser de questions. J'en prends une parce qu'elle est revenue plusieurs fois dans vos propos pendant l'émission. Oui. La France est-elle devenue une immense start-up ? Plusieurs fois, notamment vous ce soir, vous avez évoqué le fait que voilà, la notion du gouvernement de techniciens, etc., a amené quelque chose comme ça. On se disait à l'Assemblée, on va avoir notamment des chefs d'entreprise, ils seront plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été, et pas uniquement parce qu'ils vendent de l'armement. Voilà, enfin, bref. Y compris dans les startups, il y a beaucoup de turnover parmi les dirigeants. Non, je crois qu'on en est loin, mais parce qu'on venait de loin aussi. Et en revanche, ce que fait Emmanuel Macron, c'est d'apporter davantage cette culture de la start-up, cette culture du numérique, cette culture de l'innovation qui avait déjà été entamée, mais il y a eu toute une série d'événements. Il a passé énormément de temps au salon Vivatech aussi. Donc il est attentif à cette dimension et il lui donne une coloration supplémentaire par rapport à ses prédécesseurs. Allez, la deuxième avec un oui ou un non. Les républicains constructifs pourront-ils revenir chez les républicains classiques ? Qu'en pensez-vous, Guylaine Ottenemer ? Je pense que oui, quand ça tanguera, c'est possible, mais ils ont beaucoup d'eau va couler sous les ponts avant qu'ils arrivent à se poser ce genre de questions.